Je crois que tout le monde est équipé à présent. Vous devez m'entendre. Bien, merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui. Un sujet extrêmement important. Comment répondre aux défis éthiques et durables pour la filière vin? Alors la durabilité, on nous en parle beaucoup depuis longtemps. Et je crois qu'on arrive à un point où il y a une véritable urgence aujourd'hui à essayer d'avoir une filière plus durable et au sens plein du terme, c'est-à-dire à la fois au sens environnemental, bien sûr, mais aussi au sens social et au sens économique. Cette question, elle fait écho à la crise que l'on subit aujourd'hui depuis quelques années dans la filière vin, qui est une crise qui est à la fois environnementale, je l'ai dit, avec notamment une dimension climatique très importante, mais aussi une dimension sanitaire autour du vin, avec une décennie 2010 qui a été compliquée autour des débats sur les pesticides notamment. Une dimension sociale aussi, vous le savez, cette dimension sociale est très prégnante dans la région bordelaise, mais pas que, dans le monde entier, sur le revenu des vignerons. Donc ça, c'est la durabilité sociale et quelque part la durabilité économique aussi, avec une filière qui est mise à mal sur le plan économique, puisqu'on est dans le cadre quand même aujourd'hui d'une baisse de la consommation pour des raisons à la fois conjoncturelles et structurelles qui est très importante. Alors, dans ce cadre-là, finalement, lorsqu'on parle de responsabilité sociale des entreprises, il y a deux aspects. Et il va y avoir les uns d'un côté qui vont nous dire finalement la responsabilité sociale de l'entreprise, c'est pas important. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est des clients. C'est pas faux. Bien évidemment, il faut des clients, mais d'un autre côté, je le répète, par rapport à cette désagrégation de la filière, quand on voit ce qui s'est passé devant chez Castel, par exemple, où il y a eu des dégradations, on sent bien qu'il y a quand même une durabilité, une pérennité de la filière à retrouver. Donc, pour moi, c'est bien l'urgence. Et d'autre part, finalement, dire que la RSE, la responsabilité sociale des entreprises, ici des exploitations vitivinicoles, ne serait pas si importante que ça serait faire une erreur, à mon avis, très dangereuse, parce que la crise peut nous faire oublier qu'il y a une demande du consommateur, parce qu'il y a eu de l'inflation et qu'en période d'inflation, on sait très bien que le consommateur va se recentrer finalement sur des vins moins chers, sur des vins qui seront peut-être un petit peu moins qualitatifs. Et lorsqu'on regarde, finalement, lorsque l'on regarde les achats depuis le début de cette période inflationniste, on s'aperçoit, que ce n'est pas vrai. Ce sont les achats des vins de plus de 10 € et de plus de 15 € qui ont augmenté le plus, d'une part. Et d'autre part, si l'on croit que la crise a mis de côté la dimension et les attentes sociales, les attentes environnementales des consommateurs, ce serait une erreur également, parce que ces attentes, elles sont bien là. Il faut retrouver des consommateurs, il faut convertir des consommateurs, et notamment chez les plus jeunes, et c'est avec cette dimension sociale et environnementale qu'on pourrait y arriver aussi. Donc, la RSE ne doit pas se dissoudre dans la crise, bien au contraire, et je pense qu'avoir aujourd'hui cette réflexion éthique et cette réflexion sur la durabilité, c'est quelque chose de très important. La crise, on peut espérer, on peut avoir un message quand même d'optimisme, on peut espérer qu'elle finisse par être derrière nous. On sait que la consommation de vin suit des cycles à l'échelle mondiale, c'est des choses que j'ai pu développer dans certains de mes travaux de recherche, mais on sait qu'on a notamment une baisse de la consommation depuis 2017 qui atteindrait un certain plancher, et on pourrait espérer un redémarrage d'ici à 1 an, 2 ans. Alors c'est loin, c'est encore loin pour certains, mais malgré tout, on peut espérer ce redémarrage. Restons convaincus que ce redémarrage ne pourra se faire que si on respecte justement les questions qui sont posées aujourd'hui autour de la durabilité, et notamment il y a une question qui est très importante et qui a peut-être été un petit peu négligée, c'est celle de la rémunération des vignerons. C'est une question clé, c'est une question centrale aujourd'hui dans la responsabilité sociale des entreprises. On a beaucoup parlé d'environnement et c'est important. On a peut-être un peu moins parlé d'économie et de social avec la rémunération des vignerons. Donc on aura beaucoup de questions à vous poser, puisque aujourd'hui, nous réunissons 3 invités avec, alors je vais le faire dans l'ordre, excusez-moi, Jean-François, vous allez être dernier, mais Marie Lacoste du groupe EcoCert, que vous connaissez, grand groupe international, qui propose notamment une certification Fair for Life. Marie, vous êtes la directrice de la RSE, du sourcing durable, et vous êtes aussi la directrice, par conséquent, de cette certification Fair for Life.
Véronique Ombrox, vous êtes la directrice des marques de Baron Philippe de Rothschild. Vous avez donc la charge notamment de la marque Mouton Cadet, donc marque bien connue, très ancienne, dont on dira un mot tout à l'heure. Et puis avec nous aussi Jean-François Réau, qui est le président du collectif Vignoble Gabriel & Co. Vous êtes également vigneron dans le Blayais, si je ne m'abuse, et on aura l'occasion également de parler de Vignoble Gabriel & Co. et de présenter un petit peu plus tard ce collectif pour ceux qui ne connaîtraient pas. Alors, tout de suite, moi, ce que j'ai envie de vous poser comme question, Marie, je viens d'évoquer la crise. Finalement, cette crise du secteur viticole, de la filière, que ce soit à Bordeaux ou ailleurs, en France et dans le monde, vous avez peut-être un regard extérieur depuis le groupe EcoCert. Vous commencez un petit peu d'une certaine façon, pardon. Et quel regard portez-vous sur cette crise? Alors effectivement, aujourd'hui, je pense que ça marche. Aujourd'hui, nous sommes à un tournant crucial pour la filière vinicole française, confrontée, comme vous l'avez dit, à des enjeux majeurs environnementaux, sociétaux, économiques. La crise, elle est là. On le voit, la crise climatique, elle engendre des sécheresses, des baisses de rendement, des gelées tardives. La gestion des ressources, de la biodiversité. Aujourd'hui, la nécessité de réduire l'empreinte environnementale des productions ajoute une pression supplémentaire. On voit également des enjeux sociaux, vous en avez parlé, mais ils sont bien présents. Aujourd'hui, la préservation, la transmission des savoir-faire traditionnels est une nécessité. L'amélioration des conditions de travail et de la rémunération des producteurs, des travailleurs, s'ajoute à ces défis. Les derniers chiffres présentent que près de 30% des viticulteurs en France vivent sous le seuil de pauvreté. Et aujourd'hui, des pressions économiques, notamment de la part de la concurrence internationale, mais aussi des distributeurs, viennent rajouter fragilisent encore plus cette position. Et donc, dans ce contexte, il est vraiment essentiel d'adopter des pratiques durables. C'est une nécessité vitale pour ces exploitations. Parallèlement, vous en avez parlé, le consommateur. Le consommateur vient rajouter, lui aussi, une dimension très importante. Il est à la recherche de produits plus responsables, plus éthiques. Cette tendance à la consommation plus durable s'installe également en France et démontre de la prise de conscience de ces consommateurs des impacts sociaux, environnementaux. On ne peut plus faire sans et on ne peut plus ne pas tenir compte de cette dimension pour pouvoir valoriser le travail des producteurs. Donc répondre à cette demande devient vraiment un levier de différenciation pour les producteurs et les labels comme Fair for Life, mais pas seulement, vont venir bien sûr apporter une réponse immédiate, mais aussi sont des outils stratégiques pour transformer les modèles et renforcer les exploitations pour les crises à venir. Bien sûr. Et finalement, Fair for Life, vous avez parlé de label, c'est une certification de commerce équitable. On connaît tous le label bio dans la filière vin, le consommateur reconnaît le label bio. Fair for Life, c'est quoi au fond ? Alors Fair for Life, c'est effectivement un label de commerce équitable international. On est présent depuis plus de 15 ans sur les filières agricoles mondiales. Et aujourd'hui, Fair for Life, c'est un cadre. C'est un cadre qui vient s'inscrire dans un panel de diversité des standards. Il fixe un cadre sur des piliers sociaux, environnementaux, économiques, avec le respect des droits des travailleurs comme pilier, les pratiques agricoles durables et bien sûr le juste partage de la valeur tout au long de la chaîne. Il accompagne tous les acteurs de la filière. Et pour la filière française, aujourd'hui, nous avons nos deux acteurs qui viennent nous représenter. Mais Fair for Life dans le monde, sur les filières viticoles, c'est plus de 9000 travailleurs producteurs qui bénéficient de ce cadre éthique dans 27 organisations labellisées dans 6 pays au travers le monde. En quoi il se différencie du label bio, au fond ? Alors effectivement, le label bio qui prône la préservation, enfin l'absence de produits de produits issus de la chimie dans le processus est un des outils pour engager une transition environnementale. Il y en a d'autres dans les filières viticoles. Nous avons HVE qui préserve la biodiversité, qui limite les intrants, Terravitis aussi connu notamment sur les exploitations pour des pratiques plus durables. Et bien Fair for Life, lui, va venir rajouter une dimension sociale, environnementale en travaillant les aspects de conditions de travail, les aspects de rémunération et de justice sociale et de partage de la valeur au sein de la chaîne.
c'est plus un guide au fond, d'une certaine façon. Quand on commence à aller regarder sur votre site, etc., on voit qu'il y a une démarche derrière, effectivement. Oui, Fair for Life va venir apporter un cadre, c'est une structuration, un outil pour travailler l'approche, une démarche qui doit être engagée depuis longtemps, une démarche qui permet autour de 3 piliers, donc pilier social, économique et environnemental, d'avoir une valorisation des pratiques, la protection des travailleurs, des meilleures conditions de travail, une résilience aussi pour la filière et pour l'organisation. Et ce partage équitable des valeurs va venir motiver toute cette stratégie. Ce n'est pas juste une labellisation produit, c'est un cadre, c'est un outil pour les exploitants vers une résilience et une durabilité. Merci beaucoup, Marie. Est-ce que vous pensez qu'il y a des bénéfices directs aussi en termes de vente aujourd'hui? Parce que vous avez cité certains labels, bio bien connus, mais aussi HVE, TerraVitis, Fair for Life. Est-ce que vous pensez que ça peut faire vendre? Alors, faire vendre, c'est effectivement un des enjeux. Il y a des bénéfices directs, bien évidemment, pour agir sur une labellisation. La valorisation économique est primordiale. L'ambition de Fair for Life et un des aspects de ce standard, c'est effectivement de fixer des notions de prix minimum, un cadre pour l'aspect économique dans la transaction entre le producteur et ses acheteurs. Donc oui, un des aspects directs, c'est la valorisation économique avec des prix minimum négociés, mais aussi l'ajout d'une prime qui va venir servir à un fonds de développement. Ce fonds de développement qui va pouvoir participer à la communauté des producteurs pour engendrer des projets de transition écologique, des projets d'empowerment, d'optimisation de leurs pratiques agricoles. Donc tout ceci, effectivement, c'est un outil économique également. Ce fonds de développement, il est entre guillemets obligatoire dans la certification? Tout à fait. C'est un des cadres, c'est un des requis de la certification, de travailler cette valorisation économique de la certification pour que ça bénéficie de façon démocratique aux producteurs et au collectif de producteurs. Alors on verra dans un instant les applications qui en ont été faites, mais c'est vrai que c'est intéressant. Rien ne nous empêche, lorsqu'on est vigneron, d'être certifié Fair for Life et en même temps d'être certifié peut-être HVE, TerraVitis, bio, etc. Non, pas du tout. Et voire même la complémentarité des labels doit être vraiment intégrée dans la stratégie des producteurs, puisque chaque label les labels ne doivent pas s'opposer les uns aux autres. Ils ont tous des valeurs ajoutées. Et en fonction de la stratégie de marché notamment, il peut être intéressant effectivement de combiner une approche Fair for Life qui ouvre des portes à l'international, qui ouvre des portes sur les marchés de monopole d'État, qui sont reconnus aussi sur les acteurs internationaux et les distributeurs, et de garder bien évidemment des particularités territoriales, locales, HVE en France, TerraVitis également. Donc c'est vraiment une approche structurée en fonction de l'ambition de chacun et de ses marchés cibles. Merci beaucoup Marie. On reviendra vers vous pour peut-être certains points plus précis encore sur la certification. Mais on retient effectivement l'articulation avec les autres labels et puis cette dimension très large du label qui embrasse les problématiques qui me paraissent extrêmement actuelles, notamment autour de la rémunération, du prix minimum et du fonds de dotation. Je vais me tourner vers ceux qui appliquent le label et qui se sont fait certifier. Jean-François, donc vous êtes le président, je l'ai dit, du collectif Vignoble Gabriel & Co. Donc vous avez créé ce collectif dès la fin des années 90, me semble-t-il. Donc c'est quoi, une trentaine de vignerons. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot supplémentaire? Oui, bien sûr. Moi, ça marche, hein? Ouais, ok. Et donc, oui, je suis Jean-François Réaumont, président du vignoble Gabriel & Co. Et ce collectif, il existe effectivement depuis la fin des années 90. C'est parti d'une idée de vigneron, puisque je suis vigneron dans la région de Blaye, et que je voulais assumer directement la commercialisation de mes produits. J'avais dans mon ADN l'entraide entre vignerons et du coup, pour des questions de pérennité de mon entreprise, cette entraide s'est transformée progressivement en une entraide globale, je dirais, au niveau des travaux de la vigne, du vin et également de la commercialisation. Voilà. Et donc, en fait, nous, les pratiques de partage et d'équité, c'est dans mon ADN puisque directement, je suis concerné en tant que vigneron. Et il était évident pour moi que la rémunération de ce collectif que j'ai développé était une base.
en fait, incontournable. Et c'est comme ça que pendant plusieurs années, on a développé, on est passé de 5 vignerons partenaires à une trentaine. Et à partir des années 2015, 2018, on s'est posé la question de la légitimité de nos pratiques, parce qu'elle n'était que verbale. Et cette légitimité, elle est passée par la certification Fair for Life en 2020, puisque à cette époque-là, et encore aujourd'hui, je pense, le label Fair for Life, c'est seulement le label Fair for Life qui permet la certification des échanges Nord-Nord. En fait, ça a été juste la transformation de nos pratiques par une légitimité d'un label. Vous avez certifié une démarche existante d'une certaine façon. Oui. Vous avez dû faire des évolutions aussi par rapport à la certification, j'imagine, mais finalement assez mineures. Je pense qu'il y a, je ne sais pas, mais si je me risquais, je dirais qu'il y a pas mal de vignerons qui sont déjà dans des démarches très proactives sur le plan de la responsabilité sociale et qui pourraient effectivement le valider à travers ce type de certification. Je crois que vous avez été le pionnier, Vignoble Gabriel, à être certifié Fair for Life. C'est ça, c'est ça. Et donc on est resté même, je dirais, 4 grandes années, longues années, avant que Baron Philippe de Rothschild nous rejoigne sur un autre damier de l'échiquier, on va dire, mais quelque part avec des valeurs communes ce label par exemple, et aussi et surtout la volonté que cette profession, ces vignerons, soient justement rémunérés pour un travail de progrès, de développement, d'équité, mais aussi et surtout de respect du consommateur. Et on ne peut respecter un consommateur que si on vit bien de son travail. Et donc c'est un cercle vertueux. Alors on reviendra à ce système de rémunération qui m'intrigue un petit peu, donc il faudra nous le préciser. Auparavant, je voudrais m'adresser à Véronique Ombrox, justement. Mouton Cadet, grande marque emblématique de Bordeaux, qui naît dès les années 30. 3 générations de Rothschild qui pilote cette marque maintenant. On connaît son succès à l'international, on sait l'engagement de la marque. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus justement sur cette marque, sur ce collectif de vignerons qu'il y a derrière aussi d'une certaine façon et tout ce que vous mettez à leur disposition dans cette dimension de durabilité? Tout à fait. Alors avec grand plaisir, parce que là, je suis un peu passionnée. Bonjour à tous. Alors cette marque Baron Philippe de Rothschild, c'est lui-même qui l'a créée, le Baron Philippe en 1930. Et il avait, quand il a créé cette marque, une seule et unique envie, rendre Bordeaux accessible au plus grand nombre. Et c'est comme ça qu'est née cette histoire. Donc, en 1930, créer une marque, c'est assez visionnaire. Et aujourd'hui, cette marque, elle a presque 100 ans. Et à un moment donné, quand vous passez les générations, parfois, vous oubliez de donner un peu de sens à ce que vous faites. Et il y a quelques années, on s'est posé la question avec les équipes de se dire, mais au fond, c'est quoi l'ADN de Mouton Cadet? Et en réfléchissant à cet ADN, on est rapidement venu à la conclusion, puisqu'on s'est amusé à aller fouiller dans les archives de la famille, dans les petites notes du baron, les bouquins, et on s'est retrouvé avec une seule phrase: assembler les terroirs et rassembler les hommes. Et autour de cette histoire, on a essayé, nous, de reprendre les fondamentaux de la marque. Et les fondamentaux de la marque, elles s'orientaient vers une approche sociale, vers une approche qui respectait l'environnement et qui s'engageait dans la durée. Parce que c'est une entreprise familiale à 100%, et une entreprise familiale, elle est basée sur ses envies, ses besoins de transmission. Et quand vous faites la connexion entre la transition et la transmission, eh bien à ce moment-là, vous commencez à donner véritablement du sens à ce que vous faites. Et donc, avec les équipes techniques, nous avons énormément travaillé à mettre un modèle qui aujourd'hui, nous sommes encore un modèle assez unique à Bordeaux. On a très fortement été inspiré, je vous expliquerai pourquoi, par les vignobles Gabriel. Si, faut dire ce qui est. Un jour, c'est à peu près 3 ans, on parlait avec l'équipe de direction et on se dit, on fait plein de bonnes choses,
On rémunère nos vignerons correctement. Nous avons un engagement aussi avec des contrats à long terme. Nous sommes 100% sourcés auprès de vignerons. Donc, nous avions véritablement en tête le fait de dire mais nous sommes un vin de vigneron. Cependant, nous n'étions pas perçus comme un vin de vigneron. Donc ça, c'était vraiment la chose qui nous manquait. Et à ce moment-là, on s'est dit il faut peut-être qu'on essaie de raconter ça aux consommateurs. Et donc, pour raconter ça aux consommateurs, il faut aussi avoir cette légitimité. Et quand vous avez cette légitimité, vous devez avoir une caution. Et de fil en aiguille, la caution est devenue un label. Et puis, c'est vrai que moi, j'ai commencé un peu à chercher avec les membres des équipes. Et on n'avait pas trouvé. Oui, on avait des labels Fairtrade, mais c'était pas les bons labels parce qu'ils ne s'intéressaient qu'au prix. Et nous, c'était pas que le prix, il y avait bien plus que ça. Et puis par hasard, je suis tombée sur une bouteille des vignobles Gabriel qu'on est venu m'apporter. Et j'ai vu la labellisation et puis je me suis renseignée forcément tout le monde à Internet. Et c'est là où on s'est dit, mais c'est exactement ce que nous voulons faire. Et c'est comme ça, donc grâce à la bouteille des vignobles Gabriel, que nous avons rejoint cette labellisation Fair for Life. Mais ce que j'ai envie de rajouter à ça, c'est qu'en fait, c'est pas un label. Si vous pensez tous que c'est juste un label, vous vous trompez. C'est en fait un état d'esprit. C'est la façon dont vous avez envie de construire votre relation avec toutes vos parties prenantes. Et vraiment, c'est bien plus qu'un label. Et ça, c'est vraiment important. Ça me paraît très important, parce qu'effectivement, la relation entre les parties prenantes dans la filière vin aujourd'hui, elle s'est nettement dégradée ces dernières années. Il y a une méfiance réciproque, on le voit entre le monde du négoce, les viticulteurs. Et je pense que restaurer ce que vous faites, restaurer la confiance, restaurer des liens, restaurer de l'entraide, du mutuel, ça me paraît être effectivement une excellente chose. Alors justement, Jean-François, dans ce que vous faisiez avant même d'être certifié, il y avait déjà le fameux système de rémunération dont on a parlé, que vous allez nous préciser un tout petit peu, mais il y a aussi un système d'entraide, il y a un système de mutuelle. Moi, j'ai noté qu'il y a la dimension collective qui est très importante dans ce que vous dites. Et Véronique, merci d'avoir dit ce mot partie prenante, parce que vraiment, je crois qu'il faut revenir à la source même du mot. Ce qui a été une recherche pour Véronique, d'aller fouiller dans les archives de la maison Baron Philippe de Rothschild en tant que vigneron. Moi, cette question, j'ai même pas eu à me la poser, en fait, puisque en tant que vigneron, pratiquant l'entraide avec des vignerons de ma commune, il était évident que si je développais quelque chose de différenciant de ce qu'on connaît à Bordeaux, c'était en intégrant tout de suite ces valeurs-là, d'état d'esprit, comme elle le dit si bien, et que cet état d'esprit, moi, il passe par le partage du savoir, parce qu'à Bordeaux, plus qu'ailleurs, malheureusement, les choses sont très cloisonnées dans les trois secteurs, production, mais on va dire prescripteurs, metteurs en marché, etc. Tout ça est très cloisonné. Et même entre vignerons, il y avait beaucoup de défiance entre vignerons. Et nous, on a cassé ces codes dès le début par une entraide en se prêtant du matériel, en faisant partage de nos connaissances respectives sur le développement de la vigne, sur le travail du vin, etc. Et moi, humblement, avec on va dire mon envie, mon goût, pour aller jusque sur la table du consommateur ou presque, pour savoir ce qu'il perçoit de mon travail. Ça, c'était capital aussi dans la démarche. Et comment faire pour y arriver, si ce n'est en se réunissant autour d'un collectif qui, du coup, a un point d'orgue, qui est le label. Mais le label n'est qu'une évidence à un travail qu'on a fait en amont. Voilà. Et je suis heureux que Baron Philippe de Rothschild, en la personne de Véronique et autres certainement au sein de la maison, ait fait ce travail de recherche pour se dire, mais en fait, qui sommes-nous aujourd'hui par rapport à Bordeaux, et comment on va faire percevoir, si j'ai bien compris ce que vous dites, comment on va faire percevoir aux consommateurs de moutons cadets d'où ça vient, pourquoi c'est ça.
Voilà. Et donc c'est très bien pour nous. Aujourd'hui, ben voilà, il y a des choses qui vont se passer. Le consommateur d'aujourd'hui est un consommateur, on en parlait il y a 5 minutes, un consommateur qui veut consommer moins déjà, ça c'est sûr, mais surtout avec des engagements, avec comment dire, consommer de façon respectueuse de la planète et des gens qui travaillent dans ce domaine. Donc ce label, pour nous, est très complexe. Hein. Attention, c'est pas. On voit qu'il est très multidimensionnel en tout cas. C'est pas juste un petit logo sur une étiquette. Hein. Ça, je peux vous le garantir. Et je crois que Baron-Philippe de Rothschild est aussi là pour le dire. Et c'est tant mieux en quelque sorte, oui. Puisqu'il est hyper sélectif d'un engagement et non pas d'une posture opportuniste. Voilà. Tout à fait. À partir de là, ce label, eh ben, on souhaite maintenant le véhiculer de façon plus durable auprès d'un consommateur, c'est ce que je voulais dire, plus responsable de la planète et des gens qui la composent. Voilà. Bien sûr. Sur la rémunération, j'en reviens là, je suis économiste hein, après tout, mais sur la rémunération, qu'est-ce qui vous différencie au fond d'un négoce traditionnel ou voire d'une cave coopérative, parce qu'on a l'impression qu'on est dans un système presque hybride. Alors, et vraiment, la question s'adresse à Véronique aussi bien qu'à vous, Jean-François. Alors, d'une cave coopérative, je dirais sur le modèle, pas beaucoup de différence, puisqu'il y a des contrats, qui sont des contrats pluriannuels, comme en coopération. Donc là, on n'est pas très différent, sauf que nous, on a un mode de fonctionnement qui se base sur des coûts de production individuels, vigneron par vigneron, calculés par un cabinet comptable externalisé. Donc, il n'y a pas de débat, en fait. Si on n'est pas au-dessus des coûts de production, on doit arbitrer au niveau du prix d'achat. Après, il y a plusieurs systèmes où on est 20% au-dessus des cours de l'appellation de tutelle. Mais de toute façon, le modérateur, hein, le régulateur, c'est le coût de production. Et si on n'est pas 5% au-dessus des coûts de production, les contrats n'existent plus. Après, on est beaucoup plus différent du modèle négoce classique, puisque là, le modèle négoce classique, qui n'est pas celui de Baron-Philippe de Rothschild, la preuve, où là, on applique un prix d'achat opportuniste au cours. Et quand il n'y a plus de cours, qu'est-ce qu'on fait? Voire même plus bas. Oui, quand il n'y a plus de cours, on fait n'importe quoi. Voilà. Donc, à partir de là, nous, c'est notre ADN, c'est une juste rémunération, mais qui soit, prouvable, légitime. Voilà. De toute façon, le régulateur, c'est EcoCert. Hein. Donc nous, ce qu'on avait, nous, de verbal et d'engagement qui était intra-cerveau, ont dû se mettre sur le papier, ont dû faire l'objet de contrats écrits en collaboration avec EcoCert, mais aussi avec nos experts comptables, mais aussi avec nos vignerons, pour écrire quelque chose qui soit le plus régulier possible, le plus pérenne. Et on est à la 3e mouture du contrat quand même. Hein. Parce qu'il n'y a pas un modèle de contrat dans la Bible des contrats. Il a fallu tout inventer. Et le modèle hybride, effectivement, nous le pratique au quotidien. On est vignerons, coopérateurs et négociants. Donc voilà, c'est les choses. Excusez-moi, j'ai pris... Ah non, pas du tout. Véronique, quand on achète une bouteille de mouton cadet, on achète aussi une juste rémunération du vigneron qu'il y a derrière. Alors ça se passe comment? Alors chez nous, l'histoire elle est un peu différente. C'est ça aussi qui est intéressant parce que j'ai envie de dire que, comme le dit souvent Jérôme, qui est notre directeur technique, Bordeaux est pluriel et donc il y a plusieurs choses que l'on peut faire à Bordeaux. Donc d'abord chez nous, on a fondamentalement envie de défendre le métier de vigneron. Et défendre le métier de vigneron, c'est aussi le respecter. C'est l'aider à mieux comprendre, l'aider à mieux le faire. Et puis, surtout, mettre en place les outils nécessaires à ce que la qualité, parce que c'est ça aussi, la qualité qui fait le vin, parce qu'on a beau avoir 1001 certifications, ce qui compte aussi, c'est la qualité que l'on peut proposer à nos consommateurs. Donc, en mettant la qualité au milieu et en essayant de comprendre comment est-ce que l'on peut aider pour que ce métier de vigneron puisse se transmettre de génération en génération, ça change totalement votre façon de voir votre rémunération. Donc, là, comme nous sommes certifiés, c'est la même chose. Nous rémunérons le vigneron à ce que moi je dis souvent au sein du CIVB,
le prix rémunérateur. Parce que le prix minimum, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais le prix rémunérateur, ça dit ce que ça veut dire. Ça rémunère le travail, de nouveau, du vigneron qui est placé au centre de nos préoccupations. Et je n'ai pas envie de polémiquer, mais je vais quand même le dire, parce que ça me tient à cœur. Vous savez, quand on voit dans les folders de la grande distribution des prix d'une bouteille de Bordeaux à 1,66 €, est-ce que vous pensez tous que le vigneron qui a fait ce vin, il a été rémunéré dignement? Je vous pose juste la question et je vous laisse réfléchir. Ça, c'est ce que nous, on ne veut pas. Et donc, c'est notre combat et on a une équipe technique, on travaille main dans la main avec nos vignerons pour faire sens aussi au niveau de la qualité, pour comprendre le consommateur. On a un laboratoire, on a la chance d'avoir un très très beau laboratoire au sein de Baron Philippe. Il est partagé, il est mis à disposition de nos vignerons. Nous avons aussi des outils, on a un centre de recherche et développement, on a cette chance, eh bien on le partage, on le met à disposition de nos vignerons. Nos vignerons ne travaillent pas que pour nous, ils travaillent aussi pour eux. Et ça, c'est important dans le partage de la valeur, parce qu'autrement, ils seraient trop dépendants de nous. Donc, on veut aussi qu'ils puissent exercer, transmettre le métier de vigneron, leur passion pour la vigne, comme je dis souvent, qui est pour nous très très importante. Donc c'est basé là-dessus et donc j'espère que j'ai répondu à votre question parce que du coup je ne sais pas si... Si, tout à fait, tout à fait. Et je crois que dans cette démarche de soutien, d'ailleurs, on a parlé de l'entraide chez Vignoble Gabriel Co. Vous, je crois qu'il y a une équipe de 7 œnologues en permanence qui va voir les vignerons, qui les soutient, qui les aide. Et le soutien va même au-delà pour la conversion bio parce que on a dit que les labels n'étaient pas incompatibles et, me semble-t-il, vous en êtes un exemple tous les deux puisque vous avez aussi des certifications HVE, bio, etc. Donc, Véronique, vous soutenez aussi les viticulteurs dans cette démarche, y compris financièrement ? Absolument, oui, oui. Donc en fait, comme vous le savez, pour passer, pour vous convertir en bio, il y a quand même 3 années qu'il faut passer et parfois une 4e. Et donc, on ne les oblige pas à passer en bio. Parce que ça, c'est aussi important. Quand on respecte le vigneron, on doit aussi respecter son environnement à lui. Et certains vignerons sont prêts plus rapidement que d'autres à faire le pas vers le bio ou pas. Il faut juste lui donner envie au vigneron. Exactement. Si ça doit devenir, je dirais, une attitude, un état d'esprit et non pas un acte opportuniste, encore une fois. C'est la même démarche. On en parlait tout à l'heure. Le bio s'est un petit peu écrasé parce qu'il s'est développé de façon outrancière et opportuniste pour des besoins un peu furtifs. Du coup, comme la filière n'intègre pas ce genre de posture, celle que nous avons ensemble, un jour, il y a un courtier qui débarque dans une propriété qui dit « faut faire du bio, parce que ça se vendra mieux ». Donc il y en a un qui en fait 2, 3, 4, 5, 10. Et après, on voit le résultat, il est là. Donc en fait, ça ne peut pas fonctionner sur le long terme. Donc oui, du bio. Mais moi, avec mes vignerons, quand on a commencé, il y avait à peine 50% des vignerons qui étaient bio. Effectivement, c'était plus facile d'entrer dans le collectif si on était bio, pour le volet environnemental. Puisque là encore, on est encore bien comme il faut, c'est normal. Le glyphosate, etc. Bon, toutes ces choses, tout ça est normal. Et du coup, on est à 2/3 quasiment aujourd'hui. Mais ça s'est fait dans une démarche constructive de discussion, de partage à l'issue de X réunions où il y a des partages d'informations et d'expériences qui se font avec des vignerons qui sont déjà convertis au bio. Et non pas à dire, vas-y, puis demain, peut-être on fera autre chose. Non, c'est absolument pas comme ça que ça fonctionne chez nous. Voilà, chez nous aussi, donc on les aide à faire ce passage en bio s'ils en ont envie. Et si pour eux, ça fait du sens. Et donc ça, pour moi, je trouve que c'est aussi très important, c'est de respecter le vigneron pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait, et pour ce qu'il a envie aussi de faire. Et je voulais aussi rajouter une chose, c'est que pour faciliter, parce que nous avons 150 vignerons au sein de la communauté des vignerons Mouton Cadet, et on travaille sur 1500 hectares de vignes au total. Et bien sûr, c'est peut-être un peu plus facile ou pas, je ne sais pas, mais je pense,
de parler à 30 vignerons que de parler à 150 vignerons. Et donc nous, on a mis en place aussi notre application, qui est l'application Mouton Cadet, et où là se font tous les échanges entre nos vignerons partenaires quand il y a un problème chez l'un, quand il y a des opportunités, quand il y a un partage à faire. Eh bien, toute cette communication, elle passe par cette application et c'est devenu vraiment presque leur compagnon dans la vigne. Et ça fait du sens. Et donc, c'est de nouveau ce lien. Et donc, Mouton Cadet, c'est vraiment le lien entre ces différents vignerons, cette diversité au sein de Bordeaux, puisqu'on est à la fois rive gauche, rive droite. Et ce partage est juste tellement intéressant et tellement vivant. Et c'est une aventure humaine. Nous, on a que 30 vignerons. Il peut paraître comme ça plus facile de les réunir, mais je peux vous garantir que c'est pas si facile que ça. Bon. Parce qu'ils sont au confinement tous un peu du département. Et donc, je vais peut-être moi pouvoir vous inspirer pour inventer l'application. Oui. Vous m'avez inspiré pour faire For Life. Quand ils viennent chez nous, par contre, c'est du face à face. Et je peux vous dire que parfois, ça fume un petit peu parce que c'est normal. On est entre vignerons déjà, donc les idées fusent, mais aussi parfois les contradictions, les rébellions et tout ce qui fait la vie, oui, tout ce qui fait la vie des. Mais oui, mais ça aussi c'est constructif. Hein. C'est très constructif. Vous verrez, c'est bien les applications, Jean-François. C'est pacificateur peut-être, je ne sais pas. Peut-être. Marie l'a dit tout à l'heure, hein, il y a quelque chose qui est quand même très particulier dans cette certification, c'est le fameux fonds auquel on doit abonder et qui sert à quoi au fond? Qu'est-ce que vous en faites? Quelles applications que vous en avez faites? Marie, il y a des obligations particulières par rapport à ce fonds? Alors effectivement, le fonds, la définition du fonds est cadrée par le standard. Les usages du fonds, une partie des usages sont cadrés. Néanmoins, ce qu'il faut garder en tête, c'est que l'objectif et l'ambition de ce fonds de développement, c'est pour servir les projets du collectif et des producteurs. Et donc, par exemple, tous les exemples qui ont été dits là juste avant, de pouvoir faciliter la résilience du collectif, de pouvoir favoriser la transition environnementale vers un autre label qui parfois, on le sait, voilà, quand on passe en bio, il peut y avoir des baisses de rendement, il peut y avoir des coûts supplémentaires liés aux intrants. Donc ce fonds peut permettre de façon collective et démocratique de pouvoir favoriser ces transitions. Donc il y a effectivement une liste de projets qui sont accessibles et éligibles à l'usage de ce fonds de développement. Nous venons dans le cadre des audits vérifier la bonne application et surtout le caractère là encore participatif et démocratique du choix des projets. Chaque projet est unique. Chaque producteur, chaque collectif de producteurs, chaque organisation a ses besoins et le Faire for Life va fixer un cadre mais qui permet une adaptation au contexte et qui permet pour chaque organisation de trouver le moyen d'utiliser ce fonds. On n'est pas dogmatique et l'ambition, c'est vraiment que ça serve à cette transition, cette durabilité, cette résilience, que ça serve aux projets nécessaires pour les producteurs à l'instant T. Et la taille du fonds, si je puis dire, c'est-à-dire le financement, c'est un pourcentage obligatoire d'un chiffre d'affaires? C'est effectivement le pourcentage des ventes réalisées en qualité Faire for Life. D'accord, très bien. Alors les applications, du coup, c'est quoi chez vous ce fonds, Véronique? Alors chez nous, donc on a créé l'association des vignerons Mouton Cadet. Cette association, elle est gérée de manière collective par nos vignerons. Donc on a Jérôme Aguirre, qui est notre directeur technique, qui en est le président. La vice-présidente, c'est une de nos vigneronnes, c'est Stéphanie Chollet. Et vous avez bien sûr le comité. Et les 150 vignerons font partie absolument de cette association, puisque c'est vraiment participatif. Et donc, nous versons 1% du chiffre d'affaires Mouton Cadet dans ce fonds. Et ce fonds, à ce moment-là, il est géré par cette association. Et l'association se réunit 3 à 4 fois par an et définit l'importance des projets qu'ils ont envie, eux, de voir rémunérés. Alors, je vous donne un exemple. Celui chez nous qui a récolté le plus de voix, c'est mieux comprendre mes charges d'exploitation et comment puis-je faire en sorte de diminuer mes charges d'exploitation. Donc ça a été vraiment un des très gros projets. Je crois qu'on avait
90% des voix qui ont voté pour ce projet. Et ça vous donne juste aussi un signe que malgré le fait que vous êtes vigneron, que vous êtes tous les jours dans votre vigne, il y a plein de choses que vous ne maîtrisez pas à 100%. Et donc, ce projet va permettre, puisqu'on est en plein travail avec eux, on a déjà fait toute l'analyse des charges d'exploitation et maintenant on regarde comment on peut les optimiser avec eux et chercher les idées pour pouvoir baisser ces charges d'exploitation et pour pouvoir effectivement avoir une meilleure rentabilité au vignoble. Donc ça, c'est par exemple un projet très concret qu'on est en train de travailler. Et il y en a un autre. Vous avez travaillé avec un cabinet d'expertise comptable. Exact. Donc nous avons, bien sûr, sur l'ensemble du collectif. Absolument. Donc là aussi, qui sommes-nous pour pouvoir dire comment le faire? Donc là, on a fait appel, comme vous l'avez fait d'ailleurs, à un cabinet. Ah ben voilà, nous on a fait, pardon, excusez-moi, donc nous on a fait appel effectivement c'est même un jeune étudiant qui a travaillé là-dessus et je pense que c'est c'est aussi stimulant pour les jeunes de s'intéresser à ça. Et voilà, donc oui, ça se fait vraiment en super transparence et loin de nous l'idée de vouloir prendre le crayon pour le faire à leur place. Non. Le standard sera là pour mettre la barrière, ce n'est pas possible. Ah non, mais il faut les responsabiliser. C'est ça, c'est vraiment l'ambition et c'est l'ambition de ce standard aussi et la démarche d'avoir ces projets en gestion démocratique collective, c'est que ça serve au projet, que ça serve à une meilleure résilience, à une durabilité, à apporter des compétences, à apporter de la pratique et le partage. Et c'est ce qu'on se disait, il y a énormément de bonnes pratiques qui sont déjà faites sans reconnaissance officielle. Faire Fort Là vient fixer ce cadre. Ce n'est pas venir surrajouter, mais par contre, ça vous permet de le valoriser. Tout ce que vous faites là, tous les exemples viennent valoriser une démarche et une démarche qui permet là aussi auprès du consommateur, auprès d'autres parties prenantes de distributeurs, je l'espère, un jour peut-être, vont pouvoir aussi nous suivre dans cette démarche de valorisation des bonnes pratiques. Nous, et chez vous, Jean-François, c'est plus rock'n'roll du coup, avec vos 30 vignerons? Toujours. Du coup, on n'avait pas d'idée, nous, pour le fonds d'investissement. Bon, c'est une blague. Hein. Mais peut-être qu'on va rebondir et faire un outil comme Baron Philippe de Rothschild pour être en distanciel, pour éviter que ça faille trop. Non, on a effectivement mis en place plein de choses, en particulier des choses qui permettent plus de confort de travail pour les vignerons partenaires. Par exemple, des outils pour mettre dans les chais, pour le gaz carbonique, par exemple. Ça leur permet de s'équiper pour la sécurité au travail. Plus d'ergonomie de poste pour les salariés de nos vignerons partenaires. Un outil qui est en cours de développement, qui est un outil là plus, on dira, digital, de partage d'expérience, parce que même si on fait des réunions très souvent, on se voit régulièrement, comme je vous disais tout à l'heure, ils sont quand même chacun très occupés. C'est difficile de les rassembler aussi souvent que je le souhaiterais. Et du coup, cet outil permettra aussi, c'était donc une blague, permettra d'avoir des échanges en permanence sur des besoins spécifiques, sur des expériences personnelles qu'on pourra partager en temps réel. Voilà. J'ai un autre exemple aussi, c'est... oui, parce que moi j'en ai plein. En fait, nous, ce qu'on a fait aussi, c'est on a travaillé avec notre R&D qu'on a mis à la disposition du collectif pour travailler sur l'impact du réchauffement climatique dans mon vignoble. Qu'est-ce que je peux faire? Comment est-ce que je peux m'adapter? Est-ce qu'on peut travailler avec des nouveaux cépages? Est-ce qu'on peut profiter là aussi du partage de la R&D dans le collectif? Ça, c'est super important. Ensuite, moi, on a des vignerons qui aujourd'hui ont du mal à comprendre la réglementation en place. Alors, c'est peut-être pas la majorité des cas, mais en tout cas, ça fait partie des votes de choses qui les intéressent. Aidez-moi à mieux comprendre la réglementation. Comment aussi m'aider, parce que la charge administrative, quand vous êtes un vignoble de 15 hectares, 25 hectares, la charge administrative, elle est là, elle est bien présente. Et que vous ayez un vignoble de 25 hectares ou un vignoble de 300 hectares, vous avez les mêmes démarches. Donc là aussi, et vous avez certainement moins de mains pour vous aider. Donc là aussi, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour m'aider moi en tant que vigneron
pour être plus efficace à la fois dans ma gestion administrative et dans mes charges d'exploitation à la vigne. La transmission, on en parlait tout à l'heure, la transmission pour nous c'est fondamental. Mouton Cadet, c'est une entreprise familiale. Donc le patrimoine familial, ça résonne, ça fait écho chez nous, c'est important. Donc comment peut-on faire pour aider les vignerons à transmettre leur vignoble? Ça faisait aussi partie des projets. Alors, il y a un projet aussi qui s'est mis en place chez nous l'année dernière, avec le fonds de développement, qui est, quand on parle de compréhension par le vigneron de ce qui se passe de manière transversale et jusque ici, par exemple, eh bien, c'est que nos vignerons aient la capacité de nous accompagner, que nous, on ait la capacité de faire venir nos vignerons dans ce genre de manifestation. C'est une aide, alors là, c'est vraiment transverse, parce que du coup, nous, ça nous aide à mettre en avant. On a les figures, on a l'identité de nos vignerons, il y en a 2 cette année présents avec nous, et ça leur permet, eux, de mieux comprendre les attentes de ce fameux consommateur dont on parle depuis tout à l'heure. Voilà. Sans ça, sans cette perception, et c'est ce qui m'a manqué toujours à Bordeaux, qu'est-ce que le consommateur attend? On le permet aussi grâce à ce fonds de développement. Vous voulez venir à Bordeaux, faites le vin? Oui. Oui. Oui, pourquoi pas. Bah oui. Oui, on viendra. Il fallait pas les lancer sur ce sujet des applications du fond. Hein, et il y en a plein. Alors le consommateur, justement, Jean-François, vous venez d'y faire référence. On n'a pas tant fait que ça référence au consommateur jusqu'à présent. J'ai demandé à Marie au départ si Fair for Life, ça faisait vendre. Donc c'était une question un peu brutale, un peu directe. On comprend que les retombées, y compris économiques, hein, pour vous, vont bien au-delà du consommateur en fait. Hein. C'est à la fois avoir un sourcing peut-être plus qualitatif, plus environnemental, etc. Mais ce consommateur, il va bien falloir en parler à un moment donné, effectivement. Donc les retombées pour vous, est-ce qu'elles sont aussi en termes de vente, sachant que ce qui est reconnu à l'échelle française, notamment, c'est le label bio, parmi les labels qui sont dans la galaxie de la RSE, je dirais. Est-ce que malgré tout, vous trouvez plus de débouchés grâce au label Fair for Life ou une reconnaissance du consommateur? Alors, cette reconnaissance d'un label et donc d'un ADN et d'un état d'esprit, comme on le dit depuis tout à l'heure, le consommateur ne pourra l'apercevoir que si le prescripteur s'en empare. Et aujourd'hui, on est vraiment au début d'une nouvelle ère à ce sujet. On a des pays pas très loin de chez nous, qui sont les pays scandinaves, qui sur les postures humaines, droits des hommes, etc., de la santé, toutes ces choses-là, sont bien en avance et sont confiés à des monopoles qui, eux, ont pris cette posture très avant-gardiste, je trouve, et du coup, qui embarquent le consommateur hyper facilement. On le voit, puisqu'il y a déjà eu un succès, nous, sur un produit en particulier, qui est un vin pétillant, qui fait des scores très très encourageants après seulement quelques mois de mise en marché, de mise dans les rayons. Après, sur la France, puisque ça nous intéresse évidemment au plus haut point, on est au début aussi d'une remise en question du prescripteur. C'est-à-dire qu'en fait, si on veut y aller nous tout seuls, embarquer un consommateur avec Véronique, on n'y arrivera jamais. Il nous faut nos prescripteurs. Et ce prescripteur, il faut qu'il comprenne et qu'il intègre lui-même dans son ADN, dans sa posture, cette démarche. Ce sont les cavistes, les restaurateurs, à qui vous faites référence? Pas forcément, exactement. Ça peut être aussi la grande distribution. La grande distribution a été le circuit qui a mis en avant les vins à une certaine époque, qui aujourd'hui est une époque révolue. Et comment peuvent-ils faire pour réinventer le rayon de manière durable, dans tous les sens du terme? C'est en prenant des postures, et pas que des postures. C'est en se disant, voilà, on est concerné par un certain nombre de valeurs et de choses qui sont durables pour la planète et pour les consommateurs de demain. Donc ceux-là, en France, on est en train, j'espère, de les embarquer après 5 ans de bataille, enfin 4 années plus exactement. Et maintenant, on commence à en voir quelques résultats. Mais je vous dis, avec un laboratoire comme les pays scandinaves, je suis assez confiant. Il y a le Canada aussi. Véronique, Canada, oui, le Canada aussi. Mais moi, je suis... Alors, pardon, je ne suis peut-être pas tout à fait d'accord avec ce qui vient de se dire, pour 2 raisons. Parce que je pense que
le consommateur, c'est lui qui va décider. Mais il va décider aussi en fonction de ses critères à lui. Et ce qui est important, c'est qu'il y revienne. Donc la qualité du produit, la qualité du vin, c'est très important. Le fait que nous soyons Fair for Life, que nous ayons ce label additionnel, c'est conceptuellement l'état d'esprit avec lequel on se présente à lui. Mais si nous avons un merveilleux label Fair for Life, mais que la qualité du produit n'est pas à la hauteur des attentes de notre consommateur, ça ne va pas fonctionner. Donc, je pense qu'on est d'accord sur le fait que nous devons travailler la qualité de manière intrinsèque et ça doit faire vraiment partie des objectifs que nous défendons avant tout. Et à côté de ça, là où je rejoins, c'est qu'en fait, les prescripteurs aujourd'hui, c'est à eux aussi de comprendre la différence entre les différentes propositions qui lui sont faites. Et là, je parle des cavistes, je parle des restaurateurs, je parle des acheteurs de la grande distribution. Le simple fait de vous dire aujourd'hui, bah écoutez, nous, ce qu'on veut, on est en pleine négo de fin d'année, c'est de la déflation. Ok, mais à partir du moment où on nous demande de la déflation, ça veut dire que nous aussi, on doit faire une déflation auprès de la rémunération des producteurs? Ah ben non, c'est pas dans la direction que l'on prend. Donc il y a toute une prise de conscience qui doit se faire de manière collective au niveau de ces prescripteurs qui est pour moi inévitable. Mais le consommateur, effectivement, pour vous rejoindre, on l'embarquera à la deuxième bouteille. C'est ça que vous dites. C'est ça, c'est exactement ça. On l'embarque à la deuxième bouteille, mais le premier geste, c'est, comment dire, ce même consommateur qui irait chercher cette bouteille-là plus qu'une autre, Ouais. parce qu'elle a une promesse qui est tenue. Et ensuite, effectivement, je n'ai pas parlé de qualité parce que pour moi, elle était implicite de la promesse, cette qualité. Alors pardon, je n'ai pas lu dans vos pensées. Ben voilà, suffisamment. Bien. Ça viendra, n'inquiétez pas. Marie, est-ce que vous savez s'il y a d'autres démarches sur Fair for Life dans le vignoble français Ah, ce serait super ça. ou ailleurs? Alors- Est-ce qu'il y a des prémices? Est-ce qu'il y a des contacts? Alors, les contacts, ils sont là, les demandes sont là également aussi. Donc oui, aujourd'hui, je l'ai dit, on est présent et on avait démarré parce que c'est aussi l'histoire de Fair for Life sur les territoires du Nouveau Monde, puisque les enjeux, à l'époque, il y a 6 ans, étaient encore plus prégnants sur les enjeux de dimension sociale pour valoriser ces vins et que l'export, effectivement, poussait à ce que ces vignobles internationaux, pour ouvrir les portes des monopoles et de l'export international, puissent apporter des preuves de garantie sur leur engagement de durabilité. Donc on a plus de recul là-dessus. Mais en France, nous avons nos deux porte-paroles aujourd'hui, mais nous avons effectivement un intérêt croissant et on le voit sur l'espace de quelques mois, c'est prégnant, enfin, par rapport à l'édition de l'année dernière, au même moment il y a 1 an. Les enjeux changent, la transformation et en tout cas la prise de conscience est là. Je n'assure pas qu'effectivement ce soit le grand Raoult sur un engouement, puisque ces chemins de transformation sont longs. Sont des démarches individuelles, comme vous l'avez dit, ne doivent pas être opportunistes et nous, ça se voit immédiatement quand une démarche est opportuniste, quand celui qui vient taper au portillon est opportuniste, on le voit immédiatement et ça ne marche pas. On en a eu, on est revenu dessus et on le sait. Mais oui, on le sent, la perception du changement. On continue ce combat-là. Nous aussi, on essaye de transmettre aussi la bonne parole au niveau des distributeurs. Mais le chemin est encore long. Merci beaucoup, merci à vous trois pour cette intervention. On espère que du coup vous allez faire naître des vocations. Il nous reste quelques minutes pour des questions dans la salle. Alors, qui souhaite... Oui, monsieur ici. Merci pour votre présentation. Moi, je J'avais n'entends pas la question. Là, nous, on n'entend rien. Hein. Ah, Jean. Mon Dieu. Ah, bah, carrément. Ah voilà, vous êtes avec nous, c'est très bien. Merci pour votre présentation. J'avais une question sur la RSE. Aujourd'hui, on a plusieurs labels qui sont sur le marché. Il y a le vigneron engagé, il y a le label Bicorp et Fair for Life. Comment le consommateur et le producteur
peut s'y retrouver face à ces 3 labels qui peut faire perdre la tête du producteur ou du consommateur. Voilà. Marie, c'est peut-être... Marie, c'est une question pour vous. Oui. Alors, oui, effectivement, aujourd'hui, il y a plusieurs possibilités de labels. Vous avez parlé vignerons engagés, Bicorp, Fair for Life. En fait, même réponse que tout à l'heure, ils ont des complémentarités, mais ils ne sont pas équivalents. La RSE, c'est un vaste domaine sectoriel. Pour les vignerons engagés, aujourd'hui, l'apport qualitatif et la reconnaissance à l'international, c'est plutôt vraiment propre au secteur. Donc le consommateur, je ne sais pas comment il le perçoit. Mais néanmoins, sur le gage de garantie et la dimension sociale, on n'est pas tout à fait sur les mêmes exigences que Fair for Life. Et Fair for Life se distingue par sa dimension de commerce équitable. C'est-à-dire qu'au-delà de l'engagement social, du conditions de travail décentes qu'on peut apporter pour les travailleurs, les producteurs, les vignerons, on apporte cette dimension de salaire minimum, de contribution au fonds de développement qui vont venir vraiment rajouter une valorisation économique dans la relation entre le producteur et son acheteur. Donc c'est, certains le diront, un cran supplémentaire dans la démarche RSE, ou du moins de durabilité, qui se compose de plusieurs outils. Et Fair for Life est un des outils. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Alors, je crois qu'il faut que vous veniez, si j'ai bien compris. Je ne sais pas. Ouais. Sur scène. Et c'était pareil hier. Ah ouais. Ben oui, on n'entend Merci pas. pour- Vous entendez ou pas? Non. Oui, ça y est, ça va. J'avais 2 questions. Une générale, c'est déjà savoir si au niveau de la filière vin, notamment de Bordeaux, c'était pas un échec collectif, qu'on doive passer par un label pour préciser qu'il y a bien une production à un prix rémunérateur. Et ensuite, plus précisément pour Mouton Cadet, savoir si le label Fair for Life c'était sur l'ensemble de votre gamme, donc sur quel volume. Et ensuite, plus précisément, comment est-ce que sont calculés les coûts de production, par qui, sur quel rythme et sur quel chiffre, en fait, sur quels éléments. Merci. Je vais répondre par une Il vous question. reste une heure. Je vais répondre par une autre question. Il faudrait peut-être qu'il reste là, le monsieur, parce que qu'est-ce qu'il veut dire quand il parle d'échec collectif? Parce que moi, je comprends pas bien la question. Hein. Quand vous parlez d'un échec collectif, Que l'ensemble de la filière n'ait pas été capable d'assurer un prix à l'ensemble des échelons, en fait. tout à fait. Alors, on voit qu'il y a des vignerons, des D'accord. courtiers, des négociants qui sont actuellement en train de perdre de l'argent, en fait, qui depuis D'accord. des Donc, années, en fait, depuis 2018. quand on parle collectif, quand on s'adresse à la filière, on s'adresse essentiellement à l'interprofession, et je me sens pas tellement concerné. Voilà. Alors moi, je pas de. Je veux dire, aujourd'hui, on ne peut malheureusement que constater qu'on ne parle plus de prix rémunérateur au niveau de la filière, et que aujourd'hui, quand on fait ces observations, on constate 2 choses. On constate qu'il y a beaucoup trop de volume produit et qu'il y a moins de demandes. Et que quelque part, à un moment donné, les chais qui sont complètement pleins doivent se vider. Et alors, j'ai pas envie de commencer à polémiquer là-dessus et j'ai pas envie de mettre une pièce dans l'appareil, mais c'est ce qui est en train de se passer. Aujourd'hui, vous avez à Bordeaux des échanges de tonneaux qui se font à 650 € le tonneau, qui rémunèrent, mais alors là, absolument pas le vigneron, et qui aboutit sur des étagères de la grande distribution à 1,66 €. Alors, est-ce que j'ai la solution? Pardon, je m'emballe. Excusez-moi. Est-ce que j'ai la solution? Non, je ne l'ai pas. Je l'ai pas. Mais en tout cas, moi, je suis convaincue que par les sillons que nous traçons ensemble, que ce soit Vignoble Gabriel, que ce soit Mouton Cadet, moi, j'espère faire plein de gens qui ont envie de nous imiter. Alors, on peut peut-être se dire qu'effectivement, c'est pas bon, mais une fois qu'on a dit ça, c'est qu'est-ce qu'on fait pour que ça aille mieux? Eh ben, nous, c'est ce qu'on a envie de faire, c'est de montrer de manière très humble, parce que malheureusement, Mouton Cadet, c'est 1500 hectares de vignes, et Vignoble Gabriel, c'est encore plus petit, mais c'est pas la taille qui compte, mais c'est de montrer ce que l'on peut faire différemment pour mieux faire. Bon. Et d'une certaine manière, si vous parlez toujours d'échec collectif, il se résume justement, comme le dit Véronique, à ce qu'on ait continué à perdurer Bordeaux tel qu'il était il y a 40 ans. C'est-à-dire en fait continuer à mettre des surfaces, planquer de la déconsommation derrière des attributs promotionnels,
et en enlevant toute la valeur du produit et des gens qui sont derrière. Donc en fait, oui, si vous parlez d'échec collectif, il est là, en définitive. Mais du coup, Bordeaux se réinventera seulement avec moins de superficie. Ça, c'est une évidence, mais sur des bases beaucoup plus solides et qui respectent l'ensemble des acteurs, comme on le souligne depuis le début de cette réunion. Et alors, votre question concernant Mouton Cadet, pour effectivement je crois que c'était le prix de revient des vignerons. Est-ce que toute la gamme est concernée? Ah oui, pardon. Alors, je ne sais pas pourquoi j'avais le coût de revient. Non. C'était la première question, non? Il y avait les deux, voilà. Bon, d'accord. Alors, le coût de revient, c'est très simple, hein. On l'a dit tout à l'heure. Donc, on fait appel à un cabinet externe qui aide à la fois le vigneron et l'équipe technique de Mouton Cadet à bien comprendre le coût de revient que nous devons prendre en considération. Et comme on l'a dit, ce sont plusieurs histoires qui sont très différentes. Ensuite, on travaille, ça fait partie du premier projet qui est de dire comment est-ce que je peux optimiser l'exploitation de ma vigne de manière beaucoup plus efficace que ce que je ne le fais aujourd'hui. Donc là, on travaille avec eux là-dessus, mais bien sûr, nous, on donne ce prix rémunérateur et Fair for Life, la labellisation, vous empêche de rémunérer en dessous de ce prix de revient. C'est bien pour ça que ce label existe. Voilà, j'espère que ça répond à votre question. Et l'autre question, c'est quelle est la gamme qui est certifiée? Alors, je vais vous répondre de deux façons. Donc, nous, on n'a pas deux pratiques. Une pratique tiroir Fair for Life avec le petit label, et puis une autre pratique qui est de dire tiroir non Fair for Life, non labellisé. Non. Donc nous, aujourd'hui, il faut savoir que Mouton Cadet est distribué dans à peu près 140 pays. Malheureusement, aujourd'hui, l'attrait du consommateur pour ce genre de label, il se fait surtout ressentir en France et dans les pays européens, aussi au Canada, puisque là aussi au Canada, on a lancé notre étiquette labellisée. Mais on n'a pas une autre pratique pour autant avec les autres. Donc nous, on n'a qu'un seul état d'esprit. Mouton Cadet, c'est un état d'esprit Fair for Life. Nous valorisons et nous abondons le fonds qui est destiné au projet d'avenir pour l'ensemble de nos vignerons, avec le volume de la France, qui entre nous, c'est 40% du volume total du monde, et c'est sur Mouton Cadet Rouge qui représente 80%. Donc aujourd'hui, on a démarré avec la labellisation officielle sur Mouton Cadet Rouge en France, en Allemagne et au Canada. Et ça, c'est la première étape. Mais ce n'est pas pour autant, j'insiste, qu'à côté de ça, on a d'autres pratiques. Non. Merci beaucoup Marie Lacoste, Véronique là, avec plaisir. Jean-François Réau. On n'a pas le temps pour d'autres questions, je suis désolé. Vous pouvez venir nous voir sur le stand. Oui, et ils sont disponibles. Encore le temps. Merci en tout cas, merci pour vos questions.